U2, le 13 juillet 1985 à Wembley, offre devant 72 000 personnes une performance avec une énergie digne des plus grands. Le Quatuor a déjà des albums et des hits très solides à son répertoire. Après Sunday Bloody Sunday, le morceau joué est Bad, tiré de leur 4e album The Unforgettable Fire. Le ton est énergique, la performance est déterminée, et le chanteur s'approche du public pour communier avec lui. Cette image de Bono descendant dans la foule pour aller chercher une spectatrice et danser avec elle est restée une des images marquantes du Live Aid, juste derrière la performance de Queen. Dans cet après-midi de juillet 1985, le Running Order de Wembley place U2 dans un bloc situé avant Dyer Street, puis viennent Queen, David Bowie, The Who et Elton John. Le set de U2 à Wembley est programmé à 17h20 environ. Queen commence son set à 18h41 précise, une heure plus tard. Le set de Queen restera légendaire. Les musiciens britanniques ont derrière eux 15 ans de concert, ils sont au milieu de la trentaine et même si Freddie Mercury se considère, selon ses propres termes, comme une petite vieille, il est au sommet de son art. Queen occupe l'espace et montre un groupe au top de sa maturité scénique. À quelques dizaines de minutes d'intervalle, U2 et Queen auront incarné deux manières différentes d'être un groupe de rock face à une foule immense. Le quatuor irlandais, plus jeune mais déjà rodé, est encore en train de peaufiner son identité. Mais on sent qu'il est en passe de devenir un des groupes emblématiques et incontournables des années 80. Tandis que Queen est déjà entré dans la légende, et qu'au sommet de sa gloire, il n'a plus rien à prouver. Quand je regarde Bono chanter au Live Aid de 1985, je ne peux pas m'empêcher de voir un jeune homme à la voix puissante, regardant le public avec un regard fier, à la façon de Freddie Mercury. Jamais entre eux, il n'y a eu d'affrontement direct. Aucune déclaration, aucun camp contre l'autre. Pourtant, les deux trajectoires et choix artistiques divergent et posent une question. Et si Bono et Freddie s'étaient livrés, sans jamais le dire, à un duel secret ? Un duel sans invective, sans insulte, sans rivalité déclarée. Un duel de vision, deux manières opposées de penser le rôle de chanteur d'un groupe de rock et peut-être même du spectacle lui-même. Queen et U2 appartiennent à deux générations de rock bien différentes, même si le premier album de Queen est sorti en 1973 et celui de U2 en 1980, ce qui ne fait finalement que 7 ans de différence. Mais Queen est formé par le rock et le glam rock des années 70, tandis que U2 arrive après l'impact culturel du punk. Deux univers, deux approches. Pourtant, tous deux marquent leur époque. Quand j'ai regardé Bono évoluer au fil des années 80, je me suis demandé à un moment donné s'il essayait pas de ressembler un petit peu à Freddie. New Year's Day, Sunday Bloody Sunday, Bad et surtout Pride donnent l'impression que le jeune Dublinois marche au moins partiellement dans les pas de Freddie Mercury. Pas par imitation mais par une même obsession, attaquer les notes frontalement en voix de poitrine la plus exigeante physiquement. Entre 1985 et le milieu des années 90, Bono et Freddie Mercury s'inscrivent dans une période un peu particulière du pop-rock, marquée par une valorisation extrême de la voix. Beaucoup de chanteurs de cette génération cherchent à aller plus haut, plus fort et plus loin dans les aigus. Non pas comme une démonstration gratuite de virtuosité, mais comme un moyen d'intensifier l'émotion. Pour tous ces chanteurs, il ne s'agit pas d'une simple imitation, ni d'une compétition sur la note la plus haute tenue le plus longtemps, mais l'héritage de Freddie Mercury, sur cette façon de chanter, est évident. Car il a montré que la puissance vocale pouvait être mise au service de l'émotion et de la présence scénique, bien au-delà de la seule prouesse technique. Bono chante à l'instinct, avec une intensité brute, au prix d'une dépense physique parfois considérable. Pendant des années, il recherche surtout la vérité émotionnelle, tandis que Freddie utilise des registres plus techniques, ce qui n'enlève en rien à l'émotion de sa voix. Bono, lui, il ne travaille sérieusement sa voix qu'au milieu des années 80. Allant jusqu'à reconnaître qu'avant cela, il ne savait pas vraiment chanter. Et en 2022, il ira même jusqu'à dire « Je ne suis devenu un chanteur que récemment ». Alors ok, chanter de façon puissante dans les aigus, ça fait partie de l'époque. Et il y a une volonté de devenir un chanteur à voix chez Bono. Et peut-être que c'est Freddie qu'il prend comme modèle secret. Mais ces deux voix puissantes sont utilisées dans des buts bien différents. Freddie est la voix du divertissement. Bono, lui, va vouloir devenir la voix de l'engagement. Dès les débuts, U2 affiche une volonté claire. Parler du monde tel qu'il est, de ses tensions, de ses fractures sociales et de ses fractures politiques. Sunday Bloody Sunday, New Year's Day, Pride, Bad, c'est une musique héritière du punk qui refuse la neutralité et interroge frontalement le réel.
Queen, lui, incarne le spectacle. Rien que par son nom, le groupe revendique la majesté et un héritage rock très britannique empreint de glam et de théâtralité. Alors que Freddie Mercury s'amuse à chanter Let Me Entertain You ou Get Down, Make Love, Bono dénonce la violence et la répression dans Like a Song ou Tomorrow, qui est inspiré d'un chant funéraire irlandais. Et il rappelle au monde entier ce que signifie le Bloody Sunday. Queen, à l'inverse, par rapport aux divisions qui existent dans le monde, adopte une posture évasive. Son show au Live Aid se termine par « Is this the world we created ?» Si Dieu existe, quel regard porte-t-il sur le monde qu'il a créé? Question universelle, sans dénonciation ni responsable nommé. Mercury refuse tout ancrage politique, parlant à chacun, sans s'aligner sur une cause. Roger Taylor, le batteur, l'a résumé sans détour. « In Queen, we always tried to be apolitical. » Une ligne que le batteur continue de défendre encore aujourd'hui. J'espère être resté du bon côté de la frontière ténue entre le rock et la politique. J'espère ne jamais arriver à me pavaner sur scène, à pontifier sur les maux du monde. Freddie ne me le pardonnerait jamais. Pontifier sur les maux du monde, selon ses propres termes, c'est exactement ce que fait Bono dans certains de ses concerts. I've had enough of Irish Americans who haven't been back to their country in 20 or 30 years come up to me and talk about the resistance, the revolution back home. Fuck the revolution! Entre l'été 1984 et 1985, Queen avec The Works Tour donne une cinquantaine de concerts dans le monde, tandis que U2 avec The Unforgettable Fire Tour en donne plus d'une centaine. Les deux groupes ont un rayonnement planétaire. Ils donnent des concerts dans des stades, utilisent les mêmes médias pour leur promotion. Mais la posture est complètement différente. Dans une interview de 1983 pour la sortie de l'album War, Bono explique que le disque est une réponse aux réalités du monde. Il dit « Notre musique est faite pour réveiller les gens, pour les pousser à réagir et pour qu'ils se battent peut-être en retour. » Freddie Mercury, de son côté, affirme au Melody Maker dès 1981 qu'améliorer le monde, il faut laisser ça aux politiciens, et que les chanteurs comme John Lennon, qui peuvent influencer les mentalités grâce à leur intelligence et leur charisme, sont rares. Cette divergence de point de vue, elle apparaît de façon frappante dans le contraste entre les deux chansons Pride de U2 et One Vision de Queen. En 1984-85, U2 regarde l'Amérique de très près. Les idéaux des droits civiques, de justice et de non-violence incarnés par Martin Luther King semblent trahis. Le conservatisme revient avec Reagan, les fractures raciales sont toujours bien réelles. Avec Pride in the Name of Love, Bono chante le sacrifice et l'amour face à la haine. Si U2 évoque frontalement une grande figure politique noire américaine, c'est aussi parce que l'Irlande reste marquée par la violence communautaire. À peu près à la même époque, Roger Taylor voulait écrire sur Martin Luther King. La chanson deviendra One Vision, hymne à l'unité, la vision d'un monde uni par cet espoir. Mais dans sa volonté de rester apolitique, les paroles seront vidées de leur ancrage initial par Freddie Mercury. Original words actually were about Martin Luther King. Now I don't know, I've got a clue what it's about. So you know what it's about, but it's... No, not anymore. riveting. Well, they changed all my own words. Who did? That rotter Freddie. Le choix de Mercury est clair, effacer toute référence politique, One Vision devient un hymne abstrait à l'unité, sans référence au pasteur noir. Jusqu'à ce pied de nez final, les dernières paroles du morceau, Give me fried chicken, qui sonne comme une déclaration d'intention. Chez Queen, seule la forme compte, la mélodie, l'énergie et les rocks, mais pas tellement l'engagement. Et cette divergence de posture, jusque-là théorique, se manifeste brutalement dans les lieux où les deux groupes choisissent ou refusent de jouer. Début des années 80, U2 affiche une sensibilité claire aux droits humains. Bono rencontre des membres de Amnesty International dans les années 83-84 et U2 n'est pas engagé encore avec Amnesty, mais tout dans la trajectoire du groupe l'y conduit naturellement. Et c'est la même année, en 1984, que Queen se rend à Sun City, en Afrique du Sud, pour donner un concert malgré l'apartheid et un boycott culturel décidé par l'ONU. Le faux pas est immense et déclenche la colère des associations pour les droits de l'homme. Alors que la majorité des artistes boycottaient le pays, May et Taylor défendent leur décision comme étant un pont jeté entre les nations.
Mais le groupe devient la cible de critiques sévères venant des Nations Unies et du syndicat des musiciens britanniques pour avoir enfreint le boycott. Dans le magazine Music Radar, Roger Taylor explique que Freddie Mercury voulait jouer devant tous les gens sans distinction. « Je veux parcourir le monde en jouant des chansons que les gens apprécient. » Roger Taylor admettra plus tard que se produire en Afrique du Sud en plein apartheid était une erreur. Bono, quant à lui, a longtemps fustigé le régime de l'Afrique du Sud. Dans un extrait du film Rattle and Hum, il prend à témoin le public au sujet de l'apartheid. Round about the time, a friend of ours, little Stephen, was putting together a record of artists against apartheid. Am I bugging you? I don't mean to bug you, honey. Pour U2, l'engagement se précise en 1986 avec la tournée A Conspiracy of Hope, organisée par Amnesty International, où le groupe joue aux côtés de Sting, Peter Gabriel ou Bruce Springsteen. En juillet 1986, Queen se produit à Budapest, derrière le rideau de fer, lors du Magic Tour. Aller jouer dans un pays communiste, alors asservi à l'Union soviétique, est perçu en Occident comme historique et positif. Mais le choix de Queen s'explique avant tout par son apolitisme. Le groupe parle à tout le monde, cela permet d'éviter tout incident diplomatique. Mais avec Sun City, Queen pensait encore pouvoir séparer musique et politique. Et ils ont vu que ce n'était pas possible. Voilà peut-être la raison pour laquelle, un an plus tard, Queen répondra présent au Live Aid, leur seul engagement caritatif majeur. Cette performance remet en Queen en phase avec l'histoire en marche. « 1986 sera malheureusement la dernière tournée de Queen. Freddie Mercury apprend alors qu'il est atteint du VIH et à cette époque, cela équivaut à une condamnation à mort. U2 connaît de son côté un succès massif avec The Joshua Tree en 1987, puis Rattle and Hum en 1989. Queen continue de produire des albums et Mercury explore de plus en plus dans ses chansons des thèmes personnels. Le temps qui passe, l'émerveillement de l'existence. The Miracle et Innuendo seront les deux derniers albums produits de son vivant. Dans la chanson éponyme Innuendo, Freddie Mercury laisse une chanson en forme d'héritage. C'est avec cette chanson qu'il va se confronter à l'angoisse de l'existence. S'il existe un Dieu dans les cieux, s'il y a un point, s'il y a une raison de vivre ou de mourir, s'il y a des réponses aux questions que nous cessons de nous poser, alors montrez-vous, détruisez nos peurs, abattez les masques. Freddie Mercury s'y pose une dernière fois en amuseur public lucide, conscient de la futilité de l'existence, mais offrant un dernier baroud d'honneur. Mercury tire sa révérence, tandis que le monde continue de tourner. Dans ce geste ultime, le showman devient philosophe. Ce génie de la musique meurt à 45 ans le 24 novembre 1991, restant fidèle jusqu'au bout à sa conviction de n'être qu'un showman, dédié à divertir le public malgré les controverses. Paradoxalement, 1991 pour U2 marque la fin d'un cycle avec les albums américains Joshua Tree et Rattle and Hum, qui sont rythmés par le gospel et le blues. Le groupe va alors abandonner une certaine forme de militantisme pour un spectacle et une réflexion sur le divertissement, avec Artoon Baby en 1991 et Zooropa en 1993. U2 essaye de ne pas devenir ce qu'au fond il a toujours critiqué, un groupe spectacle saturé d'écran et d'ironie. Mais cette ironie est un exercice délicat pour lequel Bono doit recourir à des personnages. C'est ainsi que The Fly et Mephisto ironisent constamment sur le Star System ainsi que sur la guerre, la religion et le spectacle. Tout comme Farrokh Bulsara qui avait inventé le personnage de Freddie Mercury en guise d'armure, Paul Hewson est à la fois Bono, The Fly et Mephisto. Et il fait lui aussi maintenant chanter la foule des stades à l'instar de son aîné. Peut-être au fond est-il devenu ce qu'il désirait, un nouveau Freddie Mercury. La seule rencontre attestée entre les deux hommes se déroule le 13 juillet 1985, pendant le Live Aid. On voit ici Freddie Mercury taper sur l'épaule de Bono sur scène, et plutôt dans les coulisses, ils se sont croisés. Freddie Mercury comes up to me and goes, hello. And he had me up against a wall, and Freddie was being really playful with me. And I walked up and I went, he's really very camp, isn't he? Then we said, Queen,
Leur seule rencontre restera celle du 13 juillet 1985 dans les coulisses de Wembley. Une tape sur l'épaule, une plaisanterie, rien de plus. Quelques années plus tard, en novembre 2003, U2 et le restant des membres de Queen ont participé au concert Fordable 664 à Cape Town, en Afrique du Sud, en présence de Nelson Mandela. Historiquement, il s'agit d'une réparation symbolique de Queen vis-à-vis de l'Afrique du Sud post-apartheid. Mais il n'y a pas eu de super jam, Queen jouant avec U2 ce soir-là. Chaque groupe a gardé son set. Le final de Queen s'est fait sans Bono au chant qui raccompagne Nelson Mandela pendant que Queen commence à jouer. L'absence de morceaux communs n'est pas un refus catégorique des deux groupes de jouer ensemble, mais plutôt la volonté de chacun de jouer ses morceaux avec son identité propre. Mais le fait que les membres de U2 et de Queen partagent la même scène nous amène à la conclusion suivante. Bono et Freddie Mercury étaient deux incarnations différentes d'une même énergie musicale et scénique. Freddie Mercury a toujours revendiqué une posture claire, celle de l'amuseur public. Refuser l'assignation politique, refuser le rôle de porte-parole, refuser d'être autre chose que ce qu'il avait choisi d'être, un créateur de spectacle, une voix plus grande que la vie. Même face à la mort, il ne changera pas. Bono, à l'inverse, a voulu très tôt faire du rock un spectacle de responsabilité. Mais paradoxalement, c'est en 1991, au moment même où Mercury s'éteint, que U2 doute. Bono se fragmente, se masque, ironise, comme s'il découvrait à son tour le poids du spectacle qu'il tente de critiquer. Là est peut-être le vrai duel secret. Freddie Mercury, l'artiste apolitique, termine sa carrière sur une méditation profondément humaniste de l'existence. Bono, l'artiste engagé, termine un cycle en 1991 en se réfugiant derrière des personnages. Il n'y a jamais eu de rivalité entre Bono et Freddie Mercury, mais il y a eu deux manières opposées et finalement complémentaires de consacrer une vie entière à la musique. Et c'est en 2014 que Bono, tel un ancien du Live Aid, au même titre que les membres de Queen, Bob Geldof ou Elton John, laisse un message à la Mercury Phonics Trust, l'association caritative fondée en 1992 par Queen afin de financer la lutte contre le sida. Dans cette vidéo, Bono évoque Freddie avec chaleur en soulignant son incroyable présence scénique. Ces deux chanteurs magnifiques ne se sont jamais opposés et s'ils se sont livrés à un duel secret, il aura été amical, musical et rempli d'un respect réciproque. Ces deux hommes auront provoqué tellement de magie que des décennies plus tard, je voulais revenir sur leur parcours parallèle, parfois tellement similaires au niveau de leur puissance scénique et parfois tellement éloignés sur le fond de leur engagement. Mais tenter de les rapprocher dans cette vidéo, c'est continuer à faire vivre leurs œuvres respectives. C'est continuer à les faire dialoguer, afin qu'ils restent, pour toujours ancrés dans nos mémoires. Voilà, j'espère que cette vidéo qui nous a plongé dans une époque maintenant un peu lointaine, mais passionnante, celle des années 80, vous aura plu. Si vous avez aimé ou moins apprécié, dites-le moi dans les commentaires, mais de façon polie, vous avez aussi affaire à un fan des deux groupes. Voilà, c'était Old Again, et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous.